Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Fred FMC pour la nouvelle FAQ. Comment tu vas, Fred? Impeccable. Bon, Le dégradé est fait, tout est fait. Le dégradé était au top là. Tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde et on le fera avec grand plaisir. On a une question, c'est Fred. Salut les balaises, comment faire pour rentrer dans les cartes genre Hexagone MMA ou MMA GP ou autre organisation française? Quel genre d'expérience ou de connexion faut-il? C'est une excellente question parce que je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs qui nous écoutent et je trouve ça, je trouve que c'est un sujet qui n'est pas tellement abordé. Alors, à l'époque où moi j'ai démarré, quand j'avais mon événement, on se contactait tous entre nous. Hein. C'est-à-dire qu'en général... Il n'y a pas trop de managers à l'époque. Non, ça n'existait quasiment pas le métier. Il devait en avoir peut-être un ou deux, mais en tout cas de mémoire, je ne connaissais pas. Et surtout, souvent, c'était le manager, fait l'entraîneur, qui était en même temps organisateur dans sa ville, qui était subventionné par la ville, etc. Et à partir de là, toi, tu contactais l'entraîneur et tu plaçais tes athlètes. En fait, tu envoyais une liste. Tu disais, écoute, moi, j'ai tel mec. Et puis voilà, tu faisais comme ça. Donc ça, c'était un peu à l'ancienne. Hein. Je pense que maintenant, tu as le cursus fédéral, donc tu as le cursus amateur. Donc avec la fédération, et après, tu as les IMAF. Ouais. Et là, à partir de là, tu te mets sur le calendrier fédéral. Oui, là, Après, maintenant, pour les organisations professionnelles, souvent, alors je pense que tu peux continuer du coup à envoyer ta candidature, certainement, dans les organisations comme l'Hexagone, le MAGP, etc. Mais en général, c'est ton entraîneur qui le fait. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes de management qui sont reconnues même sur le plan international. Ouais. Alors, la Brésilien Top Team, le Management Bulgarian. La Bulgarian Top Team de Guillaume Pelletier, le Management Factory de Benjamin Sarfati et de Fernand Lopez. Vous avez Résilience aussi d'Aldric Cassata et de mon ami Kaelito. Et d'autres certainement qu'on oublie malheureusement. Et après tu as des personnes que c'est eux-mêmes. Mais, souvent les entraîneurs ils font aussi office de manager. Surtout au début souvent. Dans les premiers combats, souvent pour les 3-4 premiers combats, en général les combattants ils passent pas par des managers. Souvent c'est pour les petites organisations, c'est l'entraîneur qui fait office de manager. Mais oui, parce que toi tu connais les matchmakers, c'était Amaury. Il y a Manu aussi. Ouais, ma GP c'est Amaury. Ouais. Après souvent pour les petites organisations, souvent, quand les entraîneurs connaissent déjà les matchmakers, du coup, ils leur envoient directement une candidature. En fait, souvent, tu peux passer par directement le matchmaker. Mais l'idéal, c'est de passer quand même par un manager. Oui, parce que c'est lui qui va te gérer, c'est lui qui va regarder aussi si l'adversaire te correspond. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Souvent, les managers, ils analysent des fois peut-être plus même que certains entraîneurs. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Mais toi, ça, je trouve ça bien maintenant. Il y a eu quand même ça même c'était pas par rapport à la question, mais le fait qu'il y ait des managers français et avec des organisations françaises, du coup, il y a quand même ce côté moins j'envoie à l'abattoir qu'à l'époque. À l'époque, il n'y a pas de match. T'allais dans telle organisation, tu savais pas pourquoi tu combattais. Il n'y a pas de plan de carrière. Oui, mais sûr, déjà, c'était interdit en France. Faut comprendre, faut se rendre compte. Hein. C'était interdit, donc tu combattais où tu pouvais. Hein. Ça, il faut se rendre compte. Hein. Tu combattais où tu pouvais, où tu trouvais des matchs. C'était déjà bien de trouver des matchs. Et souvent, tu as les organisations locales là-bas. L'organisation locale essayait de faire ses combattants à lui. C'est normal. Hein. Oui, il te faisait venir pour perdre. Alors que là, maintenant, le fait qu'il y ait des matchmakers qui ont des contacts dans toutes les organisations européennes et tout, ça a quand même bien changé la donne. Ah ça change la donne. Et surtout, ils peuvent négocier. Ils ont du poids en termes de négociation. Parce qu'en plus... Même les organisations elles peuvent moins se permettre de faire des traquenards parce que tu peux le faire une fois ou deux. Après le mec il te boycotte. Griller, voilà, exactement. Tu te fais boycotter une liste de management, enfin une liste de combattants par un manager et à long terme tu le payes. Ouais, donc voilà, si tu as un manager, si vraiment tu as un manager, moi c'est ce que je recommande toujours, c'est vraiment déléguer cette partie-là. Ouais. Si tu as déjà des combats amateurs, parce que tu sais qu'aujourd'hui pour combattre du coup un professionnel sur ces cartes, il faut ou avoir un passif dans une discipline, que ce soit la lutte, le jiu-jitsu brésilien ou la boxe, etc. Ou avoir combattu à l'étranger. Ou alors, par contre, comment on appelle ça avoir déjà fait avoir un nombre de combats donné en amateur. Je sais pas combien c'est. Mais... Je sais plus combien c'est exactement. Et à partir de là, après, tu peux évoluer sur ces cartes. Ouais. Et
Et c'est vrai que tout a changé par rapport au paysage que j'ai connu par le passé. Ouais, maintenant, il y a beaucoup moins de traquenards, c'est quand même plus pro. C'est le fait qu'il y ait des petites organisations locales, ça permet vraiment de. Tu peux commencer pas directement par du KSW, Ah oui, oui, oui. du Et puis, RS. je vous dis, moi, ma génération, on était tout. Hein. Hmm. Enfin, moi, à mon petit niveau, mais j'étais en 2010, en 2009. Entraîneur, Pas ça avant, manager, même pas ça, je te raconte organisateur, avant, bien avant ça. Les Fight Wake Up et tout, c'est 2006-2007. J'étais manager, tu m'as compris, ouais. je gagnais rien. Ouais. Mais c'est moi qui trouvais les combats à mes élèves. Je les entraînais et après, par la suite, j'ai carrément organisé. Donc en fait, on n'avait pas le choix et on était tous dans le même bateau. Hein. Alors maintenant, c'est quand même beaucoup plus dissocié. Maintenant. Oui, maintenant, ça commence à être dissocié, mais tu as encore, je veux dire, tu as Hatch, tu vois, il continue d'organiser tout en manageant, tout en entraînant. Fernand, pareil. Aldric, pareil. Tu vois, ça... donc non, tu vois que comment ça s'appelle. Parce que c'est aussi ancienne génération. Donc pour nous, c'est difficile de comment dire, de faire la distinction entre les deux. Après, tu vois. Après, le MMA, c'est une discipline. C'est vrai que l'entraîneur, il a quand même il a un regard sur son combattant. Il le connaît par cœur. Donc c'est plus. Oui, il manage aussi également. Ouais, oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est pour ça que les managers, souvent, ils ont du mal à comprendre parfois le combattant. C'est pour ça que c'est bien, par exemple, ce que fait Guillaume Pelletier, de les amener en Bulgarie, de les voir, de les regarder, prendre contact avec eux, les comprendre, à les connaître. Exactement. D'ailleurs, il y avait Hugo Guillaume qui était là tout à l'heure. Hein. Ouais. Et tu vois, il nous témoignait, il revenait d'Albuquerque. Ouais. Et il vient demain, du coup, faire sa prépa. Et en fait, voilà, c'est un exemple typique. Il a déjà tourné avec tout le monde, c'est des échanges. Et pareil. Et après, c'est vrai que quand tu es entraîneur de grosse écurie, effectivement, tu es aussi manager. Tu sais, mais manager, tu manages l'humain, quoi. Il n'y a pas que le management de combat. Donc, en fait, et c'est ça, hein, quand tu tiens. Et après, pareil, quand tu as une salle comme nous, par exemple, tu es aussi chef d'entreprise. Avec tout ce que ça comporte, ça implique. Donc, et même, c'est toi qui fais le ménage, c'est toi qui fais. Tu fais tout, tu fais la compta. Les gens ne se rendent pas compte. Hein. Tu as l'impression, ils pensent juste tu t'entraînes, tu t'entraînes les gens et tu finis, tu fermes et tu pars. Non. C'est des problèmes, c'est des soucis et c'est parce que c'est aussi en fait un sport nouveau, hein, tout simplement. Hein. Mais voilà, et on a de la chance aussi maintenant d'avoir de très bonnes organisations qui rémunèrent très bien les combattants. Moi, je vois les primes d'aujourd'hui n'ont strictement plus rien à voir avec ce que le FMC proposait à l'époque. Hein. Donc voilà, donc si tu es un manager, c'est l'idéal hein, pour l'intégrer parce que en fait, ça a des facilités. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en relation directe avec les matchmakers et il y a ce lien de confiance qui est entre le matchmaker, par exemple, je suis une bêtise de l'ARES ou de l'Hexagone ou de chez Abdel le MAGP, il est en relation directe avec les managers. Donc c'est beaucoup plus facile. Et toi, tu n'as pas besoin de te préoccuper de ça, d'attendre une réponse, de stresser, ainsi de suite. Voilà. Alors, c'est Roi 2 qui nous dit « Hello les balaises, y a-t-il un nombre de combats maximum pour une carte UFC ?» Et c'est vrai que c'est une bonne question. C'est quoi le maximum ? Parce qu'en Angleterre, on en finissait plus. 15. Il y en avait 15. Ouais, je pense que ça doit être ça, non ? Ouais. Mais je sais pas pourquoi il y en a parfois il y en a 12, parfois il y en a 15. C'est qui c'est qui détermine ça ? Je sais pas. Franchement, alors là, c'est moi, je dirais que c'est 15 peut-être, mais j'ai pas vérifié. Mais après, ça fait beaucoup quand même, non ? Parce que parfois il y a des prélims et des pré-prélims. Et du coup, parce que par exemple, l'UFC Paris, il devrait en avoir 12. Ouais. C'est ça ? Donc, est-ce que parce que c'est un fight night, est-ce qu'en numéroté, il n'y en a pas plus ? Je sais pas, franchement. En Angleterre, il y en avait combien au dernier, on sait ? Ah oui, c'était un fight night, il y en avait 15. Ah voilà, tu vois. Non, il n'y a pas de réalité. Après, c'est en fonction peut-être de la télé, peut-être en fonction de... Ouais, des droits télé, comme tu dis, ouais. Après, il y a beaucoup d'annulations, hein, je vous le dis. Il y a entre 2 et 5 annulations, on avait calculé, nous, de combat. Tu vois, c'est pour ça que je suis surpris que, par exemple, pour l'UFC Paris, il n'y ait pas plus de combats annoncés que ça. Parce que, en fait, on dirait qu'ils ne prévoient pas les annulations. Mais de toute façon, il va en avoir, hein, quoi qu'il arrive. Ouais, mais du coup. Y a pas je crois qu'il n'y a pas un événement où il n'y a pas eu d'annulation. Ouais. L'événement qu'on a vu qu'il n'y en avait pas eu beaucoup, il y en avait quand même eu 2. Ouais. Donc ça veut dire quoi ? Si tu en as 12, ça veut dire que tu peux te finir à 10. Ça fait pas beaucoup. Hein, pour après, ils retrouvent toujours après des adversaires de dernière minute. Non, mais il y a des combats qui ont été décalés. Hein. J'avais vu, moi, des combats qui sont passés sur d'autres cartes après par la suite. Parce que tu vois annuler le combat, mais tu les vois pas sur la carte, les mecs. Hein. Ouais. Non, je pense que ça. Alors, il y en a certainement qui arrivent à remplacer. Ouais.
Mais c'est vrai que il y a beaucoup de changements. Mais c'est pas que l'UFC, hein, c'est toutes les organisations. Ça, à chaque fois, c'est le bordel. Et même quelqu'un qui se blesse le jour même, tu peux pas. Enfin, 2 jours avant, tu peux pas. C'est très difficile de gérer l'humain. C'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que je trouve 12, ça fait quand même très peu. Imagine, on va dire, tu as 3 annulations et 3 annulations que tu ne peux pas remplacer. Pour X raisons. Oui. Tu te retrouves avec 9 combats. Ouais, mais l'UFC, je pense que c'est tellement attractif qu'ils ont de la facilité à trouver des short notice. Oui, c'est pas comme les Après, tu montes un combat en rigolant à l'UFC. Ouais, c'est vrai. Tu vois, ça n'a rien à voir avec. Ils vont pouvoir donner des primes pour attirer. Oui, attends, et même si tu peux rentrer comme ça, tu sais, dans ton ticket d'entrée, t'es au top, quoi. Tu vois. Non, moi je pense que. C'est vrai. Je pense que de ce côté-là. Je parlais du point de vue des petites orgas, parce que souvent, les petites orgas, elles prévoient 18 combats. Elles savent qu'il va y avoir 5 annulations et elles se retrouvent avec 13 combats. Mais. Moi, parce que c'est dur. C'était terrible. Mais du coup, eux, l'UFC, ils peuvent pas se permettre de prévoir 18 combats s'il n'y a pas de blessure. Et après, ils arrivent avec 18 combats le jour J, c'est ingérable. Bah voilà. SM qui nous dit: comment développer une certaine agressivité en sparring, boxe, grappling et ne plus être passif? Ça, c'est une bonne question aussi également. C'est difficile de développer l'agressivité, de s'imposer une intensité aussi. Quand tu es habitué. Et après, ça dépend aussi de l'adversité. Hein. Souvent, j'ai remarqué ceux qui ont du mal avec l'intensité, enfin, à être agressif, les faire bosser sur des laps de temps très courts pour et mettre beaucoup de repos. Parce que souvent, il y en a, c'est la peur. En fait, souvent, quand ils ne sont pas agressifs, c'est souvent, ils se disent: ah, il y a le round d'après, il y a le round d'après, il y a le combat d'après. Ouais, tu calcules ce qui se passe après. Voilà, exactement. Pour peu que tu aies, je sais pas, n'importe quoi, 5 rounds en sparring ou. Il y a la peur de: ah, mais après, je vais me faire soumettre. Ah, mais après, j'aurai plus de jus. Et du coup, en plus, le fait que ce soit, par exemple, 5 minutes, tu peux pas non plus y aller à fond sur 5 minutes. Oui, bien sûr. Donc, tu mets du temps très court et mettre beaucoup de temps de repos, ça peut et imposer à son élève d'y aller, hein, de lui dire: écoute, faut être plus il faut lui parler, il faut le coacher, il faut lui imposer. Ouais. Et c'est vrai que souvent, en baissant du coup le temps, effectivement, ça peut provoquer l'athlète, ça peut le forcer du coup à monter l'intensité durant ses sparring. Et lui imposer un thème, lui dire: écoute, celui qui est au-dessus ou en dessous, je sais pas, il perd le combat, il doit sortir, et si on s'imagine qu'il perd c'est le dernier round, qu'il doit accélérer, lui imposer un scénario, et que s'il reste faire le nonchalant au sol, il peut perd le combat. Ouais, exactement. Il peut le payer. Et donc du coup, si le mec continue à faire le nonchalant au sol dans un thème comme ça, c'est qu'il il a rien compris au thème. Ah ben là, de toute façon, tu t'adresses, quand tu me parles, tu t'adresses à un des plus grands spécialistes de la nonchalance. De la nonchalance, c'est moi. C'est-à-dire, moi, je suis vraiment dans la gestion. Je suis un explosif, je me gère. Je suis capable de faire 10 sparring en me gérant. Hein. Ouais, c'est vrai. J'ai beaucoup de difficultés à monter. Il y a eu des périodes où on le faisait, mais c'est vrai que peut-être dans une zone de corps. Maintenant, je vieillis, mais je sais que moi, je me suis toujours été dans un peu ce faux rythme. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, où j'ai toujours été sur un faux rythme. Mais après, c'est le caractère. C'est dur de s'imposer un caractère qu'on n'a pas. T'as vu, il y en a, c'est l'inverse. Tu veux leur dire: calme-toi, calme-toi, arrête. Oui, on a tous dans cette salle, on a tous autour de nous le mec dans la salle que quoi que tu lui dises, tu vas lui dire: va doucement, il va y aller comme un malade. Ça peut être des 5 minutes, ça peut être des 10 minutes. Il va être fatigué, mais il va quand même. Il va toujours y aller à fond. À 100%, ouais. Et ça, c'est le caractère. C'est dur de changer le caractère de quelqu'un. C'est plus dur que d'apprendre une technique à quelqu'un, tu vois. Oui, bien sûr. D'apprendre une technique, il l'apprend. Là, c'est vraiment l'attitude de la personne. C'est vraiment lui faire prendre conscience que ça peut lui porter préjudice. Donc là, c'est pas évident. Oui, voilà. Et c'est pour ça que... Après, être à contre-nature, c'est très difficile. Ouais, c'est très, très difficile. Il faut s'habituer à le vivre pour pas être étonné le jour où ça t'arrive. Ouais. Mais après, il faut quand même comprendre ses points forts et sa façon. Sûr, et là où on évolue, où on se sent bien. Alors, Ben qui nous dit: bonjour les balaises, que pensez-vous du pollen de pin? L'avez-vous testé? Merci pour votre engagement et vos contenus. Ben, merci à toi. Alors moi, tu peux répéter? Le pollen de pin. Le pollen de pin, tu connais pas? Tu as dû voir passer. De nom, mais j'ai pas. Alors moi, je l'ai testé. Je suis incapable de te dire si réellement ça fait un effet. Tu t'es pas transformé. Non, mais voilà.
est-ce que ça peut avoir des bénéfices? Théoriquement, j'ai envie de te dire que oui. Maintenant, je trouve que c'est extrêmement cher par rapport aux bénéfices que tu pourrais en tirer. Donc voilà, je tenais à répondre à cette question parce que je crois que c'est pas la première fois qu'il la pose. Et peut-être comme je sais qu'il y en a qui aiment bien tout ce qui est autour du pollen, la gelée royale, etc. Ouais. Tu sais, la gelée royale, quand j'étais jeune, mon père, à chaque fois, quand l'hiver arrivait, mère, pareil. il me faisait prendre ça. Et la génération avant nous, c'était l'huile de foie de morue. Ouais. Et eux, apparemment, à l'école, tu prenais une cuillère à soupe, mon gars. Apparemment, ça rigolait pas du tout. C'était dégueulasse. Voilà. Alors, Itnak Mendoza qui nous dit: y a-t-il un âge pour commencer la préparation physique? Ma fille de 11 ans va faire un équivalent de sport-études pour le volleyball. Une petite prépa physique en plus de ses entraînements, 3 au collège, 2 en club, lui serait-elle bénéfique? Alors, oui, et souvent, ils commencent à faire de la prépa physique. Alors, ce qu'ils font, ils ne vont pas mettre des poids, ils vont travailler souvent sur le poids de corps. C'est tous ces apprentissages que vous voyez moteurs. Quand vous voyez, par exemple, je ne sais pas, faire des squats, des fentes, grimper, s'échauffer, rouler. Ramper. Voilà, ramper. Tout ça, en fait, c'est de la prépa physique, en réalité. Ouais. C'est nous qu'après, quand les gens parlent de prépa physique, il faut toujours qu'il y ait des poids. Non, pas forcément. Donc là, c'est déjà de la prépa physique. Il faut comprendre où la prépa physique commence et où la prépa physique s'arrête. Et ça, déjà, tu peux considérer que du moment que tu développes tes compétences motrices, le fait que tu rampes, le fait que tu fasses, je sais pas, des sauts, peu importe, mais déjà, tu es dans la préparation physique. Et plus ou moins, elle va être adaptée en fonction de l'entraîneur et le préparateur que tu vas avoir, elle va être adaptée par rapport à ton spécifique. Pourquoi? Parce qu'après, c'est empirique. Tu es dans un club de gym, tout l'échauffement que tu vas effectuer, ou le travail, on va dire, de renforcement pour les jeunes, est adapté par rapport aux mouvements qu'ils rencontrent souvent dans ces disciplines olympiques, quoi. Donc voilà, tu es déjà dans la préparation physique. Maintenant, est-ce qu'il faut rajouter des séances de musculation proprement parler? Il faudrait vraiment que ce soit bien encadré, bien fait, bien réalisé. Ouais. Il faut déjà identifier aussi le jeune. Moi, c'est pour ça que on refuse toujours de préparer des individus. En fait, le problème, c'est qu'on a beaucoup de parents qui nous contactent pour qu'on prépare des jeunes enfants. Par exemple, des enfants entre 10 et 13 ans. Mais on pourrait préparer ces jeunes-là. Mais le gros souci qu'on a, c'est que des fois, les parents, ils en font une obsession. Ils veulent tellement que leurs enfants réussissent et c'est là où il faut faire attention. C'est-à-dire que peut-être que toi, tu vas envoyer des séances qui vont être vraiment adaptées, avec une charge d'entraînement qui va être adaptée, individualisée. Peut-être qu'ils vont dire, ouais, t'en fais pas assez, il faudrait que tu fasses ça. Et on en a vu, Fred, nous, ça, quand on entraînait les enfants, c'était terrible. Les parents, ils vivent à travers leurs enfants. Ce qui est normal, ce qui est compréhensible aussi. Et souvent, ils veulent le meilleur, donc du coup, ils veulent essayer de mettre tous les moyens de leur côté. Bien sûr. Mais parfois, souvent, il y a le fait de trop en faire. Moi, je trouve à cet âge-là, par exemple, ça c'est 11 ans, je trouve que souvent c'est mieux de faire une autre discipline qui n'a rien à voir où l'enfant prend du plaisir que de la forcer à faire de la préparation physique pour la prépa physique. Enfin, pour sa discipline. C'est 11 ans, c'est vraiment... Surtout qu'en plus, là, c'est de la gymnastique qui disait, non? C'était pour de la gym ou du volley? C'était du volley. Du volley. Oui, c'est du volley. Pour le volleyball. Non, après, si c'est bien fait, pourquoi pas. Si c'est ludique, si l'enfant il prend du plaisir, oui. Mais si c'est une contrainte, moi, franchement, pour moi, 11 ans, faut encore prendre du plaisir. Oui, moi, je suis il faut que ce soit ludique, tout simplement. Les balaises. Comment voyez-vous l'éclosion de tous les médias? La fine équipe, la sueur, etc. En fait, comment tu vois, toi, ce développement en fait, du coup, de tous ces médias qu'on voit maintenant dans le monde? La question, c'est quoi? C'est comment ça va se développer? Non, comment tu le vois, toi, le développement de tous ces médias, en fait, qu'on retrouve partout? Alors, il y a plusieurs sphères. Il y a les médias qui sont vraiment sur YouTube. Il y a peut-être les médias qui sont un peu partout. Twitter, c'est un monde à part. Twitter, mon gars, c'est des tueurs. C'est des tueurs, les mecs. Parce que là, Twitter, il faut être réactif, quoi. Il faut être réactif, il faut être fort en débat. Et là, c'est chaud, quoi. C'est Twitter, il faut aimer aussi les menaces. Oui, mais après, voilà, mais après, je pense que... Vas-y, comment tu vois, toi, l'éclosion de tous ces médias, en fait? Pour moi, c'est que le début. Oui. Pour moi, c'est vraiment... Moi, franchement, je pense que
Toi, des médias comme La Sueur, c'est qui sont déjà énormes. Hein, c'est 400 000 abonnés 400 maintenant. 000 abonnés, c'est énorme. Les gens ne se rendent pas compte, mais je pense qu'il y en aura énormément d'ici là. Je pense qu'il y aura plusieurs La Sueur. Oui, oui, non, mais ça, j'en suis persuadé. Parce que ça fait pas si longtemps que ça que. Après, YouTube, ça fait un petit moment, je crois, La Sueur, oui, mais je parle des médias en général. Ouais. Je pense, t'en as qui vont apparaître, t'en as qui vont disparaître, t'en as qui va exploser, t'en as qui va. Je pense que c'est que le début. Mais tu vois, j'ai écouté les chefs otaku, c'est un mec du manga. Ouais. Parce que j'aime bien le Japon. Et donc là, il a fait une FAQ où il parlait des 10 ans. Ça fait 10 ans qu'il est sur YouTube. Ah, c'est énorme. Ah, c'est énorme. Et il disait que déjà, c'est le plus gros du manga game. Ça, je ne savais pas. Donc en fait, c'est lui le plus gros. Il a 1 million d'abonnés. Et il dit qu'il y en a énorme. Donc quand il va dans les conventions, il dit que quasiment tous les mecs de sa génération, ils sont plus là. Ils ont quasiment tous arrêté. 10 ans, c'est long aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je me dis, moi, je ne vois pas arrêter. Enfin, après, je sais pas, je dirais pas qu'on est des médias, mais parce que je sais pas où ça commence, être un média, etc. Moi, je pense que tout le monde peut coexister. Je pense que sincèrement, tout ce que je vois, le développement des médias en général, on est tous plus ou moins complémentaires. Je vais nous englober parce qu'on va dire que nous, on est plus dans l'analyse. Ouais, on fait pas d'interview, on fait pas de... Voilà, on va plus se rapprocher. On va dire que peut-être la personne avec qui on se rapprocherait le plus, même si on est dans un autre registre, mais peut-être Fight Mind. Fight Mind, ouais. Ouais. Et peut-être French Sauvagerie, peut-être aussi. Ouais. Voilà. En différent, peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je pense à des gens qui produisent beaucoup et qui font de l'analyse. Après, nous, on est plus prépa physique quand même aussi. On parle d'autres sujets, quoi. Mais voilà, eux, je trouve qu'ils sont plutôt dans notre rubrique, on va dire. Enfin, dans notre domaine. Après, tu vas en avoir d'autres qui vont être plus tout ce qui est médias, sphère Twitter. Donc, ma propagande, Pugilat, Arena, enfin, il y en a, je ne sais pas combien, là, le Colisée, ils sont, je sais pas, et même à Time, je ne vais pas oublier les gens, hein, parce qu'ils sont, je ne sais pas combien. Out of Contest, le meilleur. Out of Contest, les amis, c'est le king. Mon préféré. Après, tu vas avoir. Vraiment, tu as tous les. Comment ça s'appelle Et tu penses que ça va évoluer comment, par exemple? Ça va stagner, ça va. Oui, après, je pense qu'il va y en avoir qui vont arrêter. Ouais. Tu vois je pense que ça va arrêter. Surtout sur YouTube, hein, je pense. Hein, parce que YouTube, c'est le plus chronophage. Ah, ça prend du temps. C'est le plus dur, en fait. C'est le plus, je sais pas si c'est le plus dur, mais c'est le plus chronophage. Dans le sens où ça prend vraiment du temps, il faut du matos. Après, d'ici là, il y aura peut-être des nouvelles plateformes qui vont s'ouvrir. C'est vrai. Après, je te dis, c'est pour ça que comment ça s'appelle. Tu vas voir. Après, en fait, tu vas avoir des hauts, tu vas avoir des bas. Il faut de la contradiction. Il faut de tout, quoi. Vraiment, je te dis, il faut des gens qui fassent des interviews. Des gens qui. Moi, j'aime bien les vidéos. Par exemple, comme Paul Denas qui fait des vlogs. Oui, après, il y a encore ça aussi. Après, il y a ça aussi, oui, tu vois. Il y a un peu à la Morgan, tout, ouais. à la Paul que tu m'as fait découvrir. Tu vois, voilà, ça, c'est encore autre chose. Tu vois, ça, c'est encore un autre registre. Et c'est vrai que nous aussi, on fait des vlogs, tu vois, un peu. Donc, en fait, chacun, j'ai l'impression qu'on a une identité propre, en fait, qui se développe. Et après, les gens, ils regardent ce qu'ils veulent. Et après, les gens regardent ce qu'ils veulent. Je te dis, franchement, des fois, on m'envoie des stories. Oui, t'as vu ma chaîne. Les gars. Les gens, ils regardent. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas. Les gars. C'est tout, hein. Je vous le dis. C'est ça qui est bien avec YouTube. C'est qu'on t'impose pas. C'est pas comme la télé où la télé. Oui, bien sûr. T'es à 20h, on t'impose le journal de 20h. Enfin, si tu connais pas Hanouna, bah. Tu peux pas. Tu connais pas Arthur, tu passes par la télé. YouTube, tu crées ta chaîne, elle marche, tant mieux, les gens ils t'aiment, c'est bien. Ouais. Si ça te plaît pas, bah ça ils regardent pas. Oui, parce que c'est ça qui est bien. Sur YouTube, t'as tout. Tu trouves tout. Et moi, je te dis, là, je parle vraiment. Ça a vraiment révolutionné. Quand je parle des médias, c'est surtout YouTube. Hein. Je parle de plutôt le YouTube FR, tu vois. Ouais. Mais parce qu'il y a plusieurs domaines, donc il faudrait faire par domaine, en réalité. Pour le domaine général YouTube, je pense que ça va évoluer. Tu en auras de plus en plus comme Paul Denas qui vont se. Plus format vlog, etc. Tu veux dire je pense que les combattants ils devraient le faire plus, même si c'est pas évident. Hein. C'est très dur, Fred. C'est super dur. Franchement, c'est super dur, c'est super long. Sa dernière vidéo, impressionnant de parler devant la caméra comme ça, si jeune, se montrer en vidéo. Et ça te met une pression supplémentaire. Hein. Caméra, ça te met une pression supplémentaire. Tourner devant une caméra, c'est pas évident. Hein. C'est Morgan qui disait que il avait des haters et tout, qui disaient tu feras jamais rien ou je sais pas quoi. C'est super dur. Hein. Ouais. Franchement. Hein. C'est pour ça que.
Et après, souvent, aussi un autre truc aussi que je voulais souligner, maintenant que j'y pense, hein, parce que j'ai vu la vidéo, tout à l'heure on m'a envoyé la vidéo d'un passage d'After Fight, c'est que j'avais eu Guillaume Pelletier au téléphone. Et d'ailleurs, on s'est appelé pour un sujet. On est resté 1h50 sur des autres sujets qui n'avaient strictement rien à voir. Et bonjour à Guillaume et After Fight. Qu'on a entraîné d'ailleurs, on a été ses préparateurs physiques. Et bien, tu vois, voilà, en fait, ils sont dans d'autres. Encore dans un autre registre, tu vois. Lui, il fait beaucoup d'interviews, par exemple. The Fighter Club aussi, pareil, beaucoup d'interviews. Et en fait, tu vas avoir vraiment tout ce petit écosystème qui va se développer. Tu as Laser MMA aussi, hein. Ah, ouais. Laser MMA, tu sais, qui fait avec Rémi Picot et Mehdi Ben Lakdar aussi. Ils font un super truc, hein. Yes. Alors, Step-Up et tout, c'est une dinguerie. Hein. Ouais. Et en fait, tu vas voir. Après, il y en a plein. Il y a la bagarre. Je vais en oublier, je ne sais pas combien. Mais moi, après, je regarde principalement YouTube. Pareil, ouais. Mais c'est vrai que ça se développe. Boulox. Ah, Boulox. Ah, préféré. Boubou. Et comment ça s'appelle là? Et pareil, et souvent ce que je dis, voilà, c'est ça que je suis en train d'expliquer. C'est que souvent on va m'envoyer par exemple des stories. On va me dire, ouais, t'as vu lui, comment ça s'appelle, il a parlé de ci, il a parlé de ça, tu vois. Les gars, les gens se connaissent quasiment tous. On s'entend. Bon, il y en a peut-être qui s'entendent pas bien, mais nous on s'entend avec tout le monde. On va dire, pas de. Comment ça s'appelle, on n'a pas d'animosité avec personne. C'est tout, c'est une réalité. Et je veux dire, on s'en fout complètement. Tout le monde a le droit d'avoir son opinion. Ouais. Ça, c'est une réalité. Non, mais c'est vrai. Tout le monde a le droit d'avoir son opinion. Tout le monde peut faire voix midi à sa porte. Et après, comme je dis souvent, alors, je vais dire un truc bateau, mais si t'aimes pas, tu ne le vois pas. Mais les gens, même qui n'aiment pas, ils regarderont quand même. Donc, voilà, non, mais c'est vrai, c'est une réalité. Maintenant, nous, on a une super communauté. Moi, je pense qu'avec les années, ça va continuer de se développer. Je pense qu'à un moment donné, ça va écrémer, hein, comme tout. Parce que quand je vois l'investissement que c'est YouTube, par rapport à ce que tu peux en tirer, les bénéfices, etc., Fred, c'est tellement de temps, tellement d'énergie, et ça a une incidence quand même aussi sur ta vie de famille, hein, tout ce temps-là, que je ne sais pas s'il y aura beaucoup de gens qui resteront à la fin. Tu vois, à la fin, je pense que comme dans tous les secteurs, il va y avoir des nouveaux qui vont apparaître, il va y avoir des nouveaux qui vont buzzer, il va y avoir des nouveaux qui vont arrêter, et après, derrière, on se retrouvera toujours entre passionnés. Ouais. Je pense que ça va être toujours ça. C'est comme tu dis, les gens, souvent, ils ne se rendent pas compte de l'implication que c'est. Des fois, j'entends des combattants dire « Ouais, tel média parle pas de nous, tel média. » Les gars, les médias, c'est pas TF1 avec une boîte de production. C'est pas... Ils ont une webcam, ils ont un petit micro qu'ils ont acheté à la Fnac, c'est tout. Ils ont un job la journée. 90% des médias, c'est des mecs c'est pour ça qu'on n'a jamais voulu, et c'est déjà parce que premièrement on ne sait pas. C'est pas qu'on n'interviewe personne. On n'interviewe pas, on laisse faire les autres, ils le font bien mieux que nous, parce qu'ils ont des questions qui sont pertinentes. Ouais. Nous, voilà, on fait des échanges, de temps en temps, voilà, on a eu Aldric la dernière fois, on a eu Thomas, voilà, mais après, de temps en temps, on va avoir, je te dis, une personne qui va venir sur le podcast, parce que l'occasion s'y prête. Ouais. Mais c'est pas, voilà, on ne s'impose pas, on contacte personne pour faire des comment ça s'appelle, des interviews. D'ailleurs, c'est pour ça que personne aujourd'hui nous contacte. Ouais. Par contre, il y a beaucoup de gens qui nous contactent pour faire des vidéos, venir s'entraîner, tester la salle. Ça, il y en a énormément. Ouais. Et les amis, je le répète, on n'a pas, pareil, on n'a pas d'ennemis, les gars. N'essayez pas de nous monter les uns contre les autres. Je préfère vous prévenir. Moi, ne m'envoyez pas les stories de l'un de l'autre. Je vous le dis, on n'a pas d'ennemis. Je dis bien, on n'en a aucun. Voilà. Pour que les choses soient claires. Parce qu'à chaque fois, vous m'envoyez, oui, mais les gars, je vous dis, soyez bienveillants, soyez bons dans votre cœur, et tout se passera bien. Je n'ai pas raison, Fred. La vie, elle est belle quand tu rentres. Non, mais c'est vrai. Ah, mais. Fred. Les gens, ils sont trop tués pour du MMA, les gars. Non, mais non. Ils ont des vrais problèmes. Il y en a. Et oui, il y a des gens les amis, il y a des gens que, je vous le dis, il y a des gens que malheureusement, ils ont des vrais problèmes. Et là, on parle juste de notre passion. Après, qu'on ne soit pas d'accord, etc. C'est pas grave. On s'en fiche, c'est pas un problème ça, tout simplement. Donc voilà les amis. En tous les cas, on sera à l'Hexagone. On est à l'Hexagone vendredi. Il y a Yacine et Laïd qui combattent. Demain aussi, on enregistre une vidéo. Il y a Jimmy Vienno qui va venir faire ses tests avec nous, physique. Je pense qu'il va faire réaliser aussi une partie de sa prépa ici. J'ai discuté avec lui, on en discutera demain. Il y a Hugo Guillon aussi qui est là en ce moment. Et voilà les amis. Bon. En tout cas, voilà les amis, c'était la nouvelle FAQ. On donne la force à tout le monde. Vive le MMA FR. Vive les sports de combat. Et on vous dit, les amis, à très bientôt, Fred. Yes. À demain pour un live. Yes. Ciao.